Elle ne fait que me faire honte, a aboyé mon père au tribunal. Je suis resté silencieux. Le juge s'est penché en avant et a dit, « Vous ne savez vraiment pas, n'est-ce pas ?» Son avocat s'est figé. Le visage de mon père est devenu pâle. Attendez. Quoi? Assise dans ce tribunal des affaires familiales stériles, je regardais mon père, Henri, détruire le peu qui restait de notre relation à chaque mot qu'il prononçait. Tout ce qu'elle fait, c'est me mettre dans l'embarras, Madame la juge, a-t-il déclaré, faisant un geste dédaigneux dans ma direction tout en expliquant pourquoi je ne méritais pas un seul centime de la succession de ma grand-mère. Sa voix était pleine de mépris alors qu'il énumérait mes prétendus échecs devant la juge. Je suis restée silencieuse, dévastée par cette humiliation publique de la part de l'homme qui était censé m'aimer inconditionnellement. Puis, soudainement, la juge s'est penchée en avant avec un vif intérêt, fixant Henri d'un regard pénétrant. Vous ne savez vraiment pas, n'est-ce pas? L'avocat d'Henri, Marc, s'est figé au milieu d'une phrase, des documents juridiques s'éparpillant sur la table polie. J'ai vu l'expression confiante d'Henri s'effondrer alors que son visage perdait toute couleur. Je m'appelle Élise, et je n'aurais jamais imaginé me retrouver dans une salle d'audience à écouter mon propre père démolir systématiquement ma réputation devant une juge. La pièce lambrissée d'acajou me paraissait étouffante alors qu'Henri continuait son assaut implacable contre ma réputation, affirmant que j'étais instable et irresponsable, et donc inapte à hériter de quoi que ce soit de la succession de ma grand-mère bien-aimée. L'ironie ne m'échappait pas. Voici un homme qui avait passé les 28 années de ma vie à mépriser chaque réussite que j'avais accomplie. Quand j'ai obtenu mon baccalauréat en tant que lauréate avec mention très bien et les félicitations du jury, il a haussé les épaules en disant « juste de l'intelligence livresque ». Quand j'ai obtenu mon diplôme de commerce avec mention très bien de la Sorbonne, il a qualifié cela de bout de papier sans valeur qui ne t'apprendra pas la vraie vie. Quand j'ai créé ma première organisation à but non lucratif à 23 ans, il a ri et dit que je jouais à la femme d'affaires. Ce qu'Henri ne savait pas, ce qu'il n'avait jamais pris la peine de découvrir, c'est que depuis 2 ans, j'étais la donatrice anonyme qui maintenait financièrement à flot son cabinet d'avocats en difficulté. Par le biais d'un fonds fiduciaire que j'avais créé, j'avais discrètement transféré plus de 300 000 € à Dubois et Associés, le petit cabinet de droit familial qu'Henri avait hérité de son propre père et qu'il était en train de mener lentement à la faillite. J'ai regardé Marc, l'avocat d'Henri, s'agiter mal à l'aise dans son fauteuil en cuir. La sueur qui perlait sur son front me disait qu'il comprenait les implications de ce que la juge venait de dire, même si Henri restait inconsciemment confiant dans son attaque contre ma personne. Marc était au courant de mes contributions financières car c'était lui qui avait traité les paiements mystérieux qui avaient sauvé le cabinet de la banqueroute. Il avait tenté plusieurs fois de remonter à la source des fonds, pour se heurter aux barrières juridiques que j'avais soigneusement érigées. Henri a poursuivi son monologue, totalement inconscient que son propre avocat paniquait en silence à côté de lui. Madame la juge, ma fille n'a jamais montré la moindre responsabilité ou le moindre engagement envers quoi que ce soit de significatif. Elle passe d'une entreprise ratée à une autre, sans jamais rien apporter de substantiel à la société ou à notre famille. La juge, une femme âgée aux cheveux argentés et aux yeux vifs derrière des lunettes cerclées de métal, a maintenu son attention concentrée sur Henri tout en prenant des notes sur les papiers devant elle. La juge Patricia Dubois avait la réputation de préparer minutieusement ses affaires et d'être rarement surprise dans sa salle d'audience. Le fait qu'elle semblait posséder des informations qu'Henri n'avait pas a fait battre mon pouls plus vite, mêlant anxiété et espoir. Je redoutais ce jour depuis des mois. Lorsque ma grand-mère Éléonore est décédée il y a 6 mois à 87 ans, j'avais pleuré non seulement sa perte, mais aussi la relation compliquée que nous avions eue au cours de ces dernières années. Grand-mère avait été ma championne tout au long de mon enfance, la seule personne qui encourageait mes rêves et mes ambitions quand Henri les rejetait. Mais quelque chose avait changé au cours des 5 dernières années de sa vie. Nos appels téléphoniques hebdomadaires sont devenus mensuels, puis ont cessé complètement. Mes lettres sont restées sans réponse. Mes visites étaient poliment déclinées. J'ai supposé qu'elle s'était lassée de mes difficultés à m'établir professionnellement, que les critiques constantes d'Henri avaient finalement influencé son opinion sur moi. La douleur de perdre son soutien avait été dévastatrice, mais j'avais canalisé cette blessure pour construire quelque chose de significatif dans ma vie. Quelque chose qui l'aurait rendue fière si elle avait vécu pour le voir. Henri s'était positionné comme le fils dévoué qui n'avait jamais quitté le chevet d'Éléonore, qui avait géré ses finances et ses soins médicaux pendant que j'étais supposément trop égoïste et irresponsable pour maintenir une relation avec ma propre grand-mère. Dans sa requête pour contester le testament, il se présentait comme le seul héritier logique de la succession substantielle d'Éléonore,
qui comprenait non seulement sa maison et ses économies, mais aussi d'importantes parts dans diverses entreprises. La salle d'audience était lourde de tension lorsque Marc a finalement retrouvé sa voix. « Madame la juge, peut-être devrions-nous examiner les documents que vous avez mentionnés plus tôt dans votre bureau avant de poursuivre les témoignages. » La juge Dubois a souri, une expression qui parvenait à être à la fois chaleureuse et terrifiante. « Non, maître Marc, je pense qu'il est important que toutes les personnes présentes comprennent toute la portée de ce dont nous discutons aujourd'hui. Les preuves que j'ai examinées présentent une image très différente de mademoiselle Élise que celle que son père a décrite. » La confiance d'Henri a commencé à vaciller lorsqu'il a réalisé que la juge n'acceptait pas simplement sa description de moi comme un fait. « Quelle preuve, madame la juge ? Je connais ma fille depuis toute sa vie. Je pense être qualifié pour parler de son caractère et de ses capacités. » C'est alors que la première fissure est apparue dans l'armure d'Henri, et j'ai senti une légère lueur d'espoir dans ma poitrine. La juge Dubois a ouvert un épais dossier et en a sorti une pile de documents officiels. La lumière du soleil de l'après-midi, filtrant à travers les hautes fenêtres de la salle d'audience, illuminait les papiers alors qu'elle les étalait sur son bureau. « Monsieur Henri, vous avez déclaré que votre fille Élise n'a jamais rien apporté de substantiel à la société. Vous l'avez qualifiée de désœuvrée et d'irresponsable. Cependant, les documents officiels que j'ai ici racontent une histoire complètement différente. » Mon cœur s'est mis à battre la chamade alors que la juge continuait. Je n'avais aucune idée des documents officiels qu'elle pouvait avoir sur moi, mais le visage d'Henri était passé de pâle à cireux. Selon les dossiers du ministère du Logement et de l'Habitat durable, mademoiselle Élise a créé et dirige actuellement le Havre des Vétérans, une organisation à but non lucratif qui a fourni un logement de transition à plus de 2000 anciens combattants sans abri dans cet département. La voix de la juge Dubois portait une note d'admiration qui a fait monter les larmes à mes yeux. La bouche d'Henri s'est ouverte et fermée comme un poisson cherchant de l'air. Je pouvais le voir lutter pour traiter cette information. Le Havre des Vétérans a été mon premier grand succès, l'organisation que j'avais bâtie à partir de rien après avoir rencontré un ancien combattant de la marine sans abri nommé Thomas devant une épicerie il y a 3 ans. Ce qui avait commencé par aider un homme à trouver un abri temporaire s'était transformé en un réseau de centres de logement de transition qui offrait non seulement des lits, mais aussi une formation professionnelle, des services de santé mentale et des parcours vers un logement permanent. La juge n'avait pas fini. De plus, mademoiselle Élise a fondé et dirige l'Avenir par les livres, qui a distribué plus de 50 000 livres gratuits à des enfants défavorisés et a mis en place des programmes de lecture dans 43 communes rurales de Bourgogne et d'Auvergne. L'Avenir par les livres était né de mon propre amour d'enfance pour la lecture, nourri par d'innombrables heures passées dans la bibliothèque de ma grand-mère. Lorsque j'ai appris que de nombreuses communes rurales avaient perdu leur bibliothèque locale en raison de coupes budgétaires, j'avais commencé modestement, en achetant des livres avec mon propre argent et en les conduisant dans des écoles de petites villes. Le programme avait dépassé mes rêves les plus fous lorsque des sponsors d'entreprises ont commencé à soutenir notre mission. En outre, a poursuivi la juge Dubois, la troisième organisation à but non lucratif de mademoiselle Élise, Défense du troisième âge, a réussi à faire pression pour une législation protégeant les personnes âgées de l'exploitation financière et a récupéré plus de 2 millions d'euros d'actifs volés pour des personnes âgées victimes de fraude. Cette révélation a frappé Henri comme un coup physique. Défense du troisième âge était une cause profondément personnelle pour moi, inspirée par des histoires que j'avais entendues sur des personnes âgées exploitées par des membres de leur famille et des soignants peu scrupuleux. L'ironie que mon propre père tente maintenant de manipuler une procédure de succession ne m'échappait pas, même si je n'avais pas encore saisi toute l'étendue de ces tromperies. Marc prenait frénétiquement des notes, essayant clairement de trouver comment sauver le dossier d'Henri à la lumière de ces révélations. Son costume coûteux semblait rétrécir alors qu'il transpirait à travers ce qui devenait manifestement un cauchemar professionnel. Henri a retrouvé sa voix, bien qu'elle soit sortie comme un croassement. « Je ne comprends pas, madame la juge. Élise ne m'a jamais parlé de tout ça. Si ces organisations existent vraiment, pourquoi les cacherait-elle à son propre père ?» La juge a retiré ses lunettes et a fixé Henri d'un regard qui aurait pu faire fondre de l'acier. « Monsieur Henri, avez-vous jamais demandé à votre fille ce qu'elle faisait comme travail? Vous êtes-vous jamais enquis de ses objectifs, de ses projets, de sa vie au-delà de vos propres suppositions ?» Le silence qui a suivi était assourdissant. J'ai regardé le visage de mon père passer par la confusion, la colère et ce qui aurait pu être le début de la honte. La vérité, c'est qu'Henri ne m'avait jamais interrogé sur mon travail parce qu'il avait déjà décidé que cela ne valait pas la peine d'être su.
Chaque conversation que nous avions eue ces dernières années avait été dominée par ses propres problèmes, ses difficultés avec le cabinet d'avocats, ses plaintes concernant les jeunes avocats qui lui prenaient ses clients. Madame la juge, dit Henri faiblement, même si Élise a été impliquée dans ces activités, cela ne démontre pas nécessairement la responsabilité financière nécessaire pour gérer un héritage important. La juge Dubois a souri à nouveau, et cette fois, c'était définitivement terrifiant. Je suis heureuse que vous abordiez la responsabilité financière, monsieur Henri, car cela nous amène à une autre révélation intéressante. Elle a sorti une autre liasse de documents, ceux-ci portant le sceau officiel de la Direction générale des finances publiques. Selon les dossiers fiscaux, les 3 organisations à but non lucratif de Mademoiselle Élise ont collectivement reçu plus de 8 millions d'euros de subventions publiques au cours des 3 dernières années. Ces subventions ont été accordées sur la base de l'impact démontré, de la responsabilité financière et d'une surveillance gouvernementale rigoureuse. Le chiffre de 8 millions d'euros est resté en suspens dans l'air comme un coup de tonnerre. Je n'avais jamais calculé la valeur totale des subventions que mes organisations avaient reçues, mais l'entendre énoncer si crûment était bouleversant. Plus important encore, je pouvais voir Henri lutter pour concilier cette information avec l'image figée qu'il avait de moi en tant que sa fille ratée. Marc s'est éclairci la gorge nerveusement. Madame la juge, bien que le travail caritatif de Mademoiselle Élise soit certainement louable, la question devant ce tribunal est de savoir si le testament d'Éléonore reflète fidèlement ses intentions concernant la distribution de sa succession. En effet, maître, a répondu la juge Dubois, ce qui nous amène à la question de savoir pourquoi Éléonore aurait pu choisir de laisser la majorité de sa succession à une petite fille qui, selon son fils, était devenue distante et irresponsable ces dernières années. J'ai ressenti une pointe de douleur en me souvenant de ces dernières années avec ma grand-mère. Le refroidissement progressif de notre relation avait été l'une des expériences les plus déchirantes de ma vie d'adulte. Éléonore avait été mon plus grand soutien, ma confidente, mon inspiration. Son rejet apparent m'avait motivé à prouver que j'étais digne de l'amour qu'elle m'avait autrefois montré, même si elle n'était plus là pour le voir. Henri s'est redressé sur sa chaise, sentant une opportunité de reprendre le contrôle du récit. Exactement, madame la juge. Ma mère a été blessée et confuse par la négligence d'Élise. Elle m'a dit à plusieurs reprises à quel point elle était déçue qu'Élise ait cessé de rendre visite, d'appeler, de se soucier de la famille. L'expression de la juge est devenue très sérieuse. Monsieur Henri, vous venez d'aborder un point très important. Dites-moi, comment savez-vous exactement quels étaient les sentiments de votre mère concernant la prétendue négligence d'Élise? Quelque chose dans le ton de la juge a fait que Marc et moi nous sommes redressés. Henri, cependant, semblait inconscient du danger dans lequel il s'aventurait. Madame la juge, je parlais régulièrement avec ma mère. C'est moi qui prenais soin d'elle, qui gérais ses affaires, qui m'assurais qu'elle n'était pas seule. Contrairement à certaines personnes, je comprenais mes responsabilités familiales. La juge Dubois a hoché lentement la tête. Je vois. Et pendant ces conversations régulières, votre mère exprimait sa déception quant au manque de contact d'Élise. Absolument. Elle avait le cœur brisé qu'Élise l'ait abandonnée. La juge a pris une autre note sur ses papiers. C'est très intéressant, monsieur Henri, parce que cela contredit d'autres preuves que j'ai examinées. Des preuves qui suggèrent que l'isolement de votre mère vis-à-vis d'Élise n'était peut-être pas volontaire de part et d'autre. J'ai senti la température de la pièce chuter alors que les implications des mots de la juge s'imposaient. L'expression confiante d'Henri a commencé à se fissurer sur les bords. Et pour la première fois depuis son entrée dans la salle d'audience, il avait l'air véritablement inquiet. La juge Dubois a fouillé dans son dossier et a sorti ce qui semblait être une pile de lettres attachées avec un ruban bleu délavé. Mon cœur s'est serré en reconnaissant ma propre écriture sur l'enveloppe, ainsi que l'écriture soignée de ma grand-mère, adressant des réponses à mon nom. Mademoiselle Élise, dit doucement la juge, avez-vous écrit des lettres à votre grand-mère au cours des 5 dernières années? Oui, madame la juge, ai-je répondu, ma voix à peine plus qu'un murmure. Chaque mois, parfois plus souvent, mais elle a cessé de répondre il y a environ 3 ans et j'ai pensé qu'elle s'était lassée d'avoir de mes nouvelles. Le visage d'Henri était devenu complètement blanc. Marc fixait les lettres avec une horreur croissante alors qu'il commençait à comprendre ce qu'elles représentaient. La juge Dubois a défait le ruban et a étalé plusieurs lettres sur son bureau. Ces lettres ont été trouvées dans le bureau de votre père, mademoiselle Élise. Aucune d'entre elles n'a jamais été livrée à votre grand-mère. De même, ces lettres qui vous sont adressées, de l'écriture de votre grand-mère, n'ont jamais été postées. La révélation m'a frappé comme un coup physique.
Pendant 3 ans, j'avais cru que ma grand-mère avait choisi de me couper de sa vie. J'avais écrit lettre sur lettre, y déversant mon cœur sur mon travail, mes espoirs, mon amour pour elle, pour ne recevoir que le silence en retour. La douleur de ce rejet avait été une douleur constante dans ma poitrine, me poussant à travailler plus dur, à accomplir plus, à me prouver digne d'amour, même si elle n'était plus là pour en être témoin. Madame la juge, ai-je réussi à dire à travers mes larmes, je ne comprends pas. Pourquoi mon père intercepterait-il notre correspondance? Henri s'est levé brusquement, sa chaise raclant le sol. C'est ridicule. Je protégeais ma mère de la manipulation égoïste d'Élise. Élise demandait constamment de l'argent, profitant de la générosité d'une femme âgée. La voix de la juge Dubois a tranché les protestations d'Henri comme une lame. Monsieur Henri, j'ai lu ces lettres. Aucune d'entre elles ne contient de demande d'argent. En fait, plusieurs d'entre elles incluent de petits chèques qu'Élise a envoyés à sa grand-mère pour son anniversaire et pour Noël, des chèques que vous avez apparemment encaissés à l'insu d'Éléonore. La pièce a tourné autour de moi alors que cette nouvelle trahison s'insinuait. Non seulement Henri nous avait séparés, ma grand-mère et moi, mais il avait aussi volé les modestes cadeaux que j'avais essayé de lui envoyer. Les chèques d'anniversaire de 50 €, l'argent de Noël pour l'aider avec ses factures de chauffage. Les petites contributions, j'espérais, lui montreraient que je pensais à elle même si elle ne voulait pas me voir. Marc chuchotait frénétiquement à Henri, lui conseillant probablement d'arrêter de parler, mais Henri semblait incapable de se contrôler. Éléonore était vulnérable. Elle souffrait de démence. Elle ne pouvait pas prendre de décision rationnelle concernant l'argent. La juge Dubois a consulté un autre document. Selon les dossiers médicaux, votre mère n'a jamais été diagnostiquée avec la démence, monsieur Henri. Les notes de son médecin indiquent qu'elle est restée mentalement vive jusqu'au jour de sa mort. Cependant, ces dossiers montrent également que vous étiez désigné comme son mandataire pour la protection de la personne et que vous aviez convaincu ces médecins qu'elle devenait confuse et paranoïaque. Le tissu de mensonges se dénouait plus vite qu'Henri ne pouvait en tisser de nouveau. J'ai réalisé que mon père n'avait pas seulement interféré avec notre relation par dépit ou jalousie. Il nous avait systématiquement manipulés, ma grand-mère et moi, pour servir ses propres fins. Les dossiers médicaux indiquent également, a poursuivi la juge Dubois, qu'Éléonore a demandé à plusieurs reprises à ses médecins des nouvelles des lettres et des appels de sa petite fille. Vous lui avez dit, monsieur Henri, qu'Élise était trop occupée avec sa propre vie pour maintenir le contact avec la famille. J'ai enfoui mon visage dans mes mains alors que toute l'étendue de la trahison de mon père devenait claire. Ma grand-mère était morte en croyant que je l'avais abandonnée, tandis que j'avais vécu pendant des années en croyant qu'elle m'avait rejeté. Henri avait volé nos dernières années ensemble, nous avait privés toutes les deux du réconfort et de l'amour que nous aurions pu partager. Henri s'est affalé sur sa chaise, le combat semblant l'abandonner. Je protégeais les intérêts de la famille. Élise était irresponsable, peu fiable. Mère avait besoin de stabilité, pas de fausses promesses de quelqu'un qui ne pouvait même pas garder un emploi stable. Irresponsable? La voix de la juge Dubois s'est légèrement élevée. Monsieur Henri, pendant que vous disiez à votre mère qu'Élise était trop occupée pour lui rendre visite, Élise construisait des organisations qui ont eu un impact positif sur des milliers de vies. Pendant que vous convainquiez Éléonore qu'Élise ne se souciait pas d'elle, Élise envoyait des lettres d'amour et un soutien financier que vous avez interceptés et volés. Marc a finalement réussi à attirer l'attention d'Henri et lui a chuchoté de manière urgente à l'oreille. Henri a hoché la tête à contre-cœur et s'est rassis, apparemment conseillé de rester silencieux, mais le mal était déjà fait. Madame la juge, ai-je dit, retrouvant ma voix malgré le tumulte émotionnel, si ma grand-mère avait su la vérité sur mon travail, sur les lettres que j'ai écrites, aurait-elle voulu me voir avant de mourir? L'expression de la juge Dubois s'est adoucie. Mademoiselle Élise, j'ai des preuves supplémentaires qui suggèrent que votre grand-mère non seulement aurait voulu vous voir, mais qu'elle a pris des mesures spécifiques pour assurer votre avenir malgré les obstacles que votre père avait créés. Elle a pris un autre dossier, celui-ci marqué du sceau d'un cabinet de détective privé. 6 mois avant sa mort, votre grand-mère a engagé un détective privé pour vous localiser et en apprendre davantage sur votre situation actuelle. Elle était devenue méfiante à l'égard des explications de votre père pour votre absence et voulait la vérité. Henri a émis un son étranglé, mais Marc a posé une main ferme sur son bras pour le faire taire. Le rapport de l'enquêteur détaille le travail associatif d'Élise. Sa reconnaissance officielle, son impact positif sur les communautés de plusieurs départements. Éléonore n'était pas seulement fière de ce que vous aviez accompli,
mais elle était aussi furieuse de la tromperie qui vous avait tenu à l'écart. La juge Dubois a ouvert le dossier de l'enquêteur et en a sorti un document manuscrit. Voici une lettre que votre grand-mère a écrite, mais n'a jamais eu la chance d'envoyer, trouvée parmi ses effets personnels. Souhaitez-vous que je la lise à voix haute, mademoiselle Élise? J'ai hoché la tête, incapable de parler alors que les larmes coulaient sur mon visage. Ma très chère Élise, a commencé la juge Dubois, sa voix douce mais claire. J'ai appris la vérité sur la raison pour laquelle tu as disparu de ma vie, et mon cœur est brisé, non par ton absence, mais par la cruauté de mon fils à nous tenir séparés. Je suis si fier de la femme que tu es devenue, si émerveillé par les vies que tu as touchées et améliorées. J'aurais dû faire confiance à mon instinct concernant les explications d'Henri il y a des années. Je prie pour qu'un jour tu pardonnes à une vieille femme de ne pas avoir vu clair dans ses mensonges plus tôt. J'ai pris des mesures pour m'assurer que tu reçoives ce que tu mérites, non seulement de ma succession, mais de la vie elle-même. Tout mon amour, grand-mère Éléonore. Le silence dans la salle d'audience était profond. Je pouvais entendre ma propre respiration saccader alors que je prenais conscience que ma grand-mère avait su la vérité, qu'elle avait été fière de moi, qu'elle m'avait aimé jusqu'à la fin. Henri était assis, immobile, fixant ses mains. Marc avait l'air de vouloir être n'importe où ailleurs dans le monde, et je ressentais un mélange complexe de chagrin, de soulagement et de rage qu'il me faudrait des années pour comprendre pleinement. Mais la juge Dubois n'en avait pas fini avec ses révélations. La juge Dubois a soigneusement replacé la lettre de ma grand-mère dans son dossier avant de prendre ce qui semblait être un document juridique portant plusieurs sceaux officiels. Le soleil de l'après-midi avait tourné, projetant des ombres plus longues dans la salle d'audience, mais l'intensité dans la pièce n'avait pas diminué. Monsieur Henri, vous avez construit votre argumentation pour hériter de la succession de votre mère en partie sur votre rôle de fils responsable qui a géré ses affaires commerciales et maintenu le cabinet d'avocat familial qu'elle a aidé à créer avec votre père. Est-ce exact? Henri a hoché lentement la tête, semblant sentir un autre piège mais incapable de l'éviter. Oui, madame la juge, mère était associée chez Dubois et Associés. Elle m'a fait confiance pour maintenir la réputation et la rentabilité du cabinet. Et vous vous considérez comme le propriétaire légitime du cabinet, l'ayant dirigé ces 15 dernières années depuis la retraite de votre père. Bien sûr, j'ai consacré ma carrière à bâtir ce cabinet. La juge Dubois a souri, et je reconnaissais maintenant cette expression comme profondément menaçante pour celui qui en était le destinataire. C'est intéressant, monsieur Henri, car selon ces documents d'entreprise datant d'il y a 5 ans, votre mère a transféré ses parts d'associés dans Dubois et Associés à votre fille, Élise, faisant d'elle la propriétaire majoritaire du cabinet. Le silence qui a suivi était si complet que je pouvais entendre le bourdonnement des néons au-dessus de ma tête. Le visage d'Henri est passé par une série d'expressions, confusion, incrédulité, déni, et enfin, une horreur naissante alors que les implications devenaient claires. C'est impossible, a murmuré Henri. Élise ne sait rien de la gestion d'un cabinet d'avocats. Elle n'y a même jamais travaillé. En fait, a poursuivi la juge Dubois en consultant les documents, le transfert était tout à fait légal et correctement exécuté. Votre mère a conservé un petit pourcentage de propriété, mais Élise est devenue l'actionnaire majoritaire avec 65% de la société. J'avais l'impression que le sol s'était dérobé sous ma chaise. Je n'avais aucune connaissance de posséder une partie du cabinet d'avocats d'Henri. L'idée semblait absurde, étant donné la fréquence à laquelle Henri avait dénigré ma formation commerciale et mes capacités. Marc était devenu complètement silencieux, son stylo figé au-dessus de son bloc-notes. Je soupçonnais qu'il calculait exactement dans quel pétrin il se trouvait pour avoir accepté des paiements d'Henri alors qu'Henri n'avait peut-être pas l'autorité de le payer. De plus, a dit la juge Dubois en sortant des relevés bancaires, le soutien financier anonyme qui a maintenu Dubois et Associés solvables ces 2 dernières années provenait d'Élise elle-même, canalisé par son fonds fiduciaire. Elle a, sans le savoir, investi dans sa propre entreprise. La pièce semblait basculer sur son axe alors que cette révélation s'imposait. Pendant 2 ans, j'avais regardé Henri se débattre avec son cabinet d'avocats en faillite, me sentant coupable de son stress financier, malgré ses critiques constantes sur mes choix de vie. J'avais mis en place les paiements du fonds fiduciaire pour l'aider sans blesser sa fierté, sans jamais imaginer que je soutenais en fait une entreprise que je possédais. Henri s'est levé si vite que sa chaise a basculé en arrière. C'est insensé. Élise ne peut pas posséder mon cabinet. J'ai bâti ce cabinet. J'y travaille depuis 20 ans. Monsieur Henri, a dit calmement la juge Dubois, vous avez été l'associé gérant d'un cabinet détenu majoritairement par votre fille.
La femme que vous avez passé la journée à décrire comme irresponsable et inapte à hériter de quoi que ce soit a en fait été votre partenaire commercial et votre principal soutien financier pendant des années. L'ironie était écrasante. Henri avait passé la matinée à soutenir que j'étais trop incompétente pour gérer un héritage, tout en ignorant complètement que j'avais géré et subventionné avec succès ses propres moyens de subsistance. Marc a finalement retrouvé sa voix. Madame la juge, si mademoiselle Élise est effectivement la propriétaire majoritaire de Dubois et Associés, alors ma représentation de monsieur Henri dans cette affaire présente un conflit d'intérêts significatif. En effet, maître, a convenu la juge Dubois, ce qui soulève des questions intéressantes sur qui a l'autorité de prendre des décisions concernant les opérations et les dépenses du cabinet. Le visage d'Henri était passé du blanc au rouge, la colère remplaçant le choc. Élise a peut-être des papiers à son nom, mais elle ne connaît rien à la pratique du droit ou à la gestion d'une entreprise. Ces documents ne signifient rien si elle ne peut pas réellement faire le travail. En fait, monsieur Henri, ils signifient beaucoup. Le diplôme de commerce d'Élise, son succès démontré dans la gestion de plusieurs organisations à but non lucratif et sa capacité prouvée à obtenir et à gérer des millions d'euros de financement public suggèrent qu'elle pourrait être plus qualifiée pour diriger un cabinet d'avocats que vous ne le supposiez. J'ai retrouvé ma voix, bien qu'elle soit sortie tremblante d'émotion. Madame la juge, je n'avais aucune connaissance de posséder une partie du cabinet. Pourquoi ma grand-mère m'aurait-elle transféré la propriété sans me le dire? La juge Dubois a consulté un autre document. Selon les papiers privés de votre grand-mère, elle s'est inquiétée de la gestion financière du cabinet par votre père il y a plusieurs années. Elle a découvert des irrégularités importantes dans la manière dont il gérait les fonds des clients et les dépenses de l'entreprise. Plutôt que de le confronter directement, elle a choisi de protéger l'entreprise familiale en transférant le contrôle à quelqu'un en qui elle avait confiance pour maintenir des normes éthiques. Le mot irrégularité flottait dans l'air comme un nuage toxique. Henri s'est de nouveau effondré sur sa chaise, le visage cendré. Quel genre d'irrégularité, ai-je demandé, bien qu'une partie de moi ait peur d'entendre la réponse. Prêt non autorisé sur le compte fiduciaire des clients du cabinet, note de frais gonflés, facturation aux clients pour des services jamais fournis, a lu la juge Dubois dans le rapport de l'enquêteur. Votre grand-mère craignait qu'Henri ne se dirige vers de graves violations éthiques qui pourraient entraîner sa radiation du barreau et des poursuites pénales. Henri a émis un bruit étranglé. C'étaient des prêts commerciaux temporaires, j'ai toujours eu l'intention de rembourser le compte client. Le cabinet était en difficulté et j'ai dû prendre des décisions difficiles. Monsieur Henri, a dit sévèrement la juge Dubois, emprunter sur les fonds des clients n'est jamais temporaire et ce n'est jamais acceptable. C'est un détournement de fonds, quelle que soit l'intention de rembourser. Le mot détournement de fonds a frappé la salle d'audience comme un éclair. J'ai réalisé que mon soutien financier anonyme n'avait pas seulement aidé Henri personnellement. Il l'avait empêché de voler ses clients pour maintenir le cabinet à flot. Marc rangeait frénétiquement sa mallette, essayant clairement de se distancer d'Henri aussi vite que possible. Madame la juge, compte tenu de ces révélations, je dois me retirer immédiatement de la représentation de monsieur Henri. Accordé, a dit la juge Dubois. Monsieur Henri, vous avez le droit de chercher un nouveau conseil, bien que je dois vous informer que l'ordre des avocats recevra des copies de ce dossier. Henri a regardé sauvagement autour de la salle d'audience, comme s'il cherchait une issue de secours. L'homme qui était entré dans cette pièce, confiant dans sa droiture et son autorité, faisait maintenant face à la possibilité de poursuites pénales et à la ruine professionnelle. Mais je sentais que la juge Dubois n'en avait toujours pas fini avec ses révélations. La pile de documents sur son bureau suggérait qu'il y avait d'autres surprises à venir, et je me suis préparé à la prochaine bombe qui allait tomber. La transformation de l'attaque confiante d'Henri contre ma personne à cette situation désespérée avait été si rapide et complète que j'avais du mal à tout assimiler. Tout ce que je pensais savoir sur ma famille, ma relation avec ma grand-mère et même ma propre vie était en train d'être réécrit en temps réel. Et d'une manière ou d'une autre, je soupçonnais que les plus grandes révélations étaient encore à venir. La juge Dubois a jeté un coup d'œil à l'horloge sur le mur de la salle d'audience, puis m'a regardé directement avec une expression à la fois sérieuse et étrangement fière. Mademoiselle Élise, il y a une dernière chose dont nous devons discuter aujourd'hui, et cela concerne votre avenir immédiat plutôt que votre passé. Elle a pris un dossier marqué du sceau officiel du gouvernement français. Mon pouls s'est accéléré alors que j'essayais d'imaginer quelle affaire officielle pourrait bien être liée au litige successoral de notre famille. Il y a 2 semaines, j'ai reçu une demande de la Direction générale de la sécurité intérieure, DGSI, concernant vos antécédents et votre moralité.
Cette enquête faisait partie d'une enquête d'habilitation de sécurité approfondie. Ma bouche est devenue sèche. Je n'avais aucune idée de la raison pour laquelle la DGSI enquêterait sur moi, bien que je soupçonne que cela ait quelque chose à voir avec les subventions publiques que mes organisations avaient reçues. Mademoiselle Élise, vous avez été sélectionnée par le président de la République pour être nommée directrice inaugurale de l'Agence pour le développement rural et la dynamisation des territoires. Un nouveau département gouvernemental créé pour lutter contre les inégalités économiques dans les petites villes et les communautés rurales de France. Les mots m'ont frappé comme une force physique, une nomination présidentielle, une direction d'agence gouvernementale. La pièce semblait tourner alors que j'essayais de comprendre ce que la juge Dubois venait de dire. Henri a émis un son étranglé. C'est impossible. Élise ne pourrait pas gérer une nomination gouvernementale. Elle n'a pas l'expérience ou les qualifications pour ce niveau de responsabilité. La juge Dubois a fixé Henri d'un regard cinglant. Monsieur Henri, le travail de votre fille avec le Havre des vétérans a démontré à lui seul sa capacité à gérer des opérations complexes dans plusieurs départements tout en maintenant une conformité stricte avec les réglementations nationales. Son succès dans l'obtention et l'administration correcte de 8 millions d'euros de subventions publiques indique exactement le type de responsabilité fiscale et de compétences en gestion de programmes requises pour une direction gouvernementale. J'ai retrouvé ma voix, bien qu'elle soit sortie à peine comme un murmure. Madame la juge, je ne savais pas que j'étais considéré pour un poste gouvernemental. Le processus de sélection était confidentiel jusqu'à récemment, a expliqué la juge Dubois. Votre réputation a attiré l'attention du gouvernement grâce à votre travail associatif et à votre collaboration avec diverses agences gouvernementales. La recommandation est venue du directeur du ministère du Logement, qui a été impressionné par les approches innovantes du Havre des vétérans pour lutter contre le sans-abrisme. Elle a ouvert le dossier officiel et en a sorti un papier à en-tête portant le sceau de l'Élysée. L'enquête d'antécédents de la DGSI est standard pour toutes les nominations présidentielles, nécessitant la confirmation du Parlement. Au cours de cette enquête, ils ont découvert les irrégularités financières dans le cabinet d'avocats de votre père, ainsi que son ingérence dans les communications familiales. Henri s'est affalé sur sa chaise alors que les implications devenaient claires. Son comportement n'était plus seulement une affaire de famille. Il faisait partie d'une enquête officielle sur une personne examinée pour un service gouvernemental de haut niveau. Le rapport de la DGSI note que les actions d'Henri pourraient être considérées comme une obstruction à un processus de nomination officielle, étant donné que son ingérence a pu causer une détresse émotionnelle qui aurait pu affecter votre capacité à servir au sein du gouvernement. Ma tête tournait. Une nomination présidentielle, une confirmation parlementaire, une direction gouvernementale. C'étaient des possibilités que je n'avais même jamais imaginées pour moi-même, et pourtant, voici une juge qui me disait qu'elles étaient une réalité. La juge Dubois a continué à lire la lettre de l'Élysée. L'agence proposée aurait un budget annuel de 2 milliards d'euros et coordonnerait les efforts de développement rural à travers plusieurs ministères. Votre travail consisterait à superviser des programmes portant sur les infrastructures, l'éducation, l'accès aux soins de santé et le développement économique dans les communautés mal desservies. 2 milliards d'euros. Le nombre était si grand que je ne pouvais même pas le conceptualiser correctement. Le cabinet d'avocats d'Henri avait du mal à gérer quelques centaines de milliers d'euros par an. Et voici le gouvernement qui suggérait que je pouvais gérer un budget 4000 fois plus important. Madame la juge, ai-je dit, ayant toujours du mal à croire que cela se produisait réellement, quand cette nomination prendrait-elle effet ? Le processus de confirmation parlementaire prend généralement plusieurs mois, mais compte tenu de l'urgence des besoins de développement rural, l'audition a été accélérée pour le mois prochain. Cependant, il y avait une certaine inquiétude concernant d'éventuelles complications familiales qui pourraient nuire à votre capacité à servir efficacement. La juge Dubois a regardé Henri d'un air significatif. L'enquête de la DGSI a révélé que les malversations financières de votre père et sa manipulation des relations familiales pourraient créer un stress continu et des défis en matière de relations publiques pour une personne au service du gouvernement. L'Élysée doit être confiant que ces problèmes peuvent être résolus proprement. Henri semblait réaliser que son comportement n'affectait plus seulement notre famille, mais pourrait potentiellement faire dérailler une nomination présidentielle. Madame la juge, les affaires familiales personnelles d'Élise n'affecteraient sûrement pas sa capacité à servir le gouvernement. En fait, monsieur Henri, si. Les personnes nommées par le gouvernement subissent un examen public intense. Tout litige familial en cours, en particulier ceux impliquant des malversations financières, pourrait devenir une source d'opposition politique et d'attention médiatique.
La juge a sorti un autre document. Cependant, il y a une complication supplémentaire. L'enquête de la DGSI a également révélé que votre ingérence dans la relation d'Élise avec sa grand-mère pourrait avoir violé plusieurs lois. Marc, qui avait tranquillement essayé de se fondre dans le décor, s'est soudainement redressé. Le visage d'Henri est devenu complètement blanc. Intercepter le courrier destiné à une autre personne est un délit, monsieur Henri. Encaisser des chèques libellés au nom de quelqu'un d'autre constitue une fraude postale. Utiliser votre position de mandataire pour la protection de la personne pour fournir de fausses informations médicales est une fraude à l'assurance maladie. L'accumulation de ces charges pourrait entraîner une peine de prison importante. La pièce est tombée dans le silence, à l'exception du son de la respiration laborieuse d'Henri. L'homme qui était entré dans cette salle d'audience, confiant dans son autorité morale et son jugement supérieur, faisait maintenant face à de potentielles accusations criminelles qui pourraient détruire sa carrière juridique et l'envoyer en prison. Madame la juge, ai-je dit doucement, qu'est-ce que cela signifie pour la succession de ma grand-mère et pour la nomination gouvernementale? La juge Dubois a souri, et pour la première fois ce jour-là, c'était une expression véritablement chaleureuse. Mademoiselle Élise, le testament de votre grand-mère est tout à fait clair. Elle vous a laissé la majorité de sa succession spécifiquement parce qu'elle a découvert la vérité sur vos accomplissements et l'ingérence de votre père. Quant à la nomination gouvernementale, cette décision vous appartient en fin de compte. Elle m'a tendu la lettre de l'Élysée. Vous avez une semaine pour décider si vous souhaitez accepter la nomination. L'audition de confirmation parlementaire a été programmée en attendant votre acceptation. En tenant la lettre officielle dans mes mains tremblantes, j'ai réalisé que ma grand-mère avait en quelque sorte orchestré tout cela depuis l'au-delà. Son enquête sur ma vie n'avait pas seulement révélé les tromperies d'Henri, mais elle avait aussi probablement attiré l'attention du gouvernement sur mon travail. Henri était assis dans un silence stupéfait, calculant probablement s'il lui restait assez d'argent pour engager un avocat pénaliste. Les rôles avaient été complètement inversés par rapport au débat du matin où il avait attaqué avec confiance ma réputation et mes qualifications. Mais la juge Dubois n'en avait pas tout à fait fini avec ses révélations, et je sentais que l'humiliation finale d'Henri était encore à venir. Henri s'est soudainement redressé sur sa chaise, et j'ai pu voir une expression calculatrice familière sur son visage. Malgré tout ce qui avait été révélé, malgré les crimes et les violations éthiques, il n'était pas prêt à admettre sa défaite. J'ai reconnu ce regard de mon enfance. Henri était sur le point de faire une dernière tentative désespérée pour contrôler le récit. Madame la juge, a dit Henri, sa voix gagnant en force, bien que j'apprécie qu'Élise ait apparemment accompli plus que ce dont j'étais conscient, la question fondamentale demeure, est-elle préparée aux énormes responsabilités que vous avez décrites? La juge Dubois a haussé un sourcil mais lui a fait signe de continuer. Le succès d'Élise dans la gestion de petites organisations à but non lucratif, bien que louable, ne la qualifie guère pour une direction gouvernementale gérant des milliards d'euros. Si elle mérite vraiment cette nomination, c'est grâce aux fondations que j'ai fournies par mon éducation et mes conseils. Tout ce qu'elle a accompli peut être attribué aux valeurs et à l'éthique de travail que je lui ai inculquées. J'ai senti une vague de rage face à son audace. Même maintenant, face à de potentielles accusations, Henri essayait de s'attribuer le mérite de réussite qu'il avait passé des années à dénigrer et à saper. Henri s'est enflammé, apparemment convaincu d'avoir trouvé un argument gagnant. Madame la juge, si Élise accepte cette nomination gouvernementale, je devrais être reconnu comme ayant contribué à sa préparation pour une telle responsabilité. Peut-être que la distribution de la succession devrait refléter mon rôle dans la formation de son caractère et de ses capacités. La juge Dubois a laissé Henri poursuivre sa performance, son expression indéchiffrable. Je pouvais voir Henri gagner en confiance en parlant, convaincu qu'il réussissait à recadrer les révélations de la journée. De plus, a poursuivi Henri, si Élise est effectivement qualifiée pour le service public, alors elle voudrait sûrement que son père soit fier de ses réalisations. Je suis certain que nous pouvons régler nos différends familiaux et présenter un front uni pour ces auditions de confirmation. Le Parlement voudra voir qu'elle a un fort soutien familial. La manipulation était à couper le souffle. En quelques minutes, Henri avait tenté de se transformer d'un obstacle au succès d'Élise en un élément essentiel de celui-ci. La juge Dubois a finalement pris la parole, sa voix trompeusement douce. Monsieur Henri, vous suggérez que les réalisations d'Élise reflètent votre influence positive sur son développement? Exactement, Madame la juge. Malgré nos récents malentendus, j'ai toujours été engagé dans le succès d'Élise. Tout parent serait fier de voir son enfant atteindre une telle reconnaissance.
Je vois, et vous croyez que le sens des affaires et les normes éthiques d'Élise découlent de vos conseils. Henri a hoché la tête avec enthousiasme, manquant apparemment le piège qui lui était tendu. Absolument. Les fondements d'un bon jugement et d'un caractère moral viennent de l'éducation familiale. La juge Dubois a ouvert un autre dossier, celui-ci contenant ce qui semblait être des relevés bancaires et des documents financiers. C'est intéressant, monsieur Henri, car j'ai des preuves supplémentaires sur votre rôle dans l'éducation financière d'Élise. L'expression confiante d'Henri a commencé à vaciller. Ces dossiers montrent que lorsqu'Élise avait 18 ans et commençait ses études supérieures, vous étiez co-emprunteur sur ses prêts étudiants. Cependant, vous avez utilisé votre accès à ces informations de crédit pour obtenir des prêts supplémentaires à son nom sans sa connaissance ou son consentement. Mon estomac s'est noué en réalisant ce qu'elle disait. Les problèmes de crédit avec lesquels j'avais lutté tout au long de ma vingtaine, les dettes mystérieuses qui étaient apparues sur mon rapport de crédit, la difficulté que j'avais eue à obtenir des prêts professionnels pour mes organisations à but non lucratif. Tout cela était l'œuvre d'Henri. De plus, a poursuivi la juge Dubois, vous avez utilisé l'identité et le numéro de sécurité sociale d'Élise pour obtenir 3 prêts professionnels distincts, totalisant 150 000 €. Ces prêts sont tombés en défaut, endommageant la cote de crédit d'Élise pendant 7 ans. Le visage d'Henri était redevenu complètement pâle. Madame la juge, c'étaient des investissements familiaux, Élise a bénéficié du succès du cabinet. Monsieur Henri, l'usurpation d'identité est un crime, quelles que soient les relations familiales. Le fait que vous ayez endommagé le crédit de votre fille alors qu'elle essayait de s'établir professionnellement est particulièrement grave. La juge a sorti d'autres documents. L'enquête de la DGSI a également révélé que vous avez contacté plusieurs partenaires commerciaux et investisseurs potentiels d'Élise au fil des ans, leur disant qu'elle n'était pas fiable financièrement et les avertissant de ne pas faire affaire avec elle. Cette révélation m'a frappé comme un coup physique. Je me suis souvenu de plusieurs partenariats prometteurs et d'opportunités de financement qui avaient mystérieusement échoué au fil des ans. Des investisseurs qui avaient semblé enthousiastes devenaient soudainement froids et distants. J'avais supposé que je n'étais tout simplement pas assez convaincante ou que mes propositions n'étaient pas assez solides. Madame la juge, ai-je dit, ma voix tremblante de colère, êtes-vous en train de dire que mon père a activement saboté mes efforts professionnels? Selon les témoignages recueillis par la DGSI, oui. Henri a contacté au moins 6 donateurs majeurs et 3 partenaires d'entreprise en affirmant que vous étiez instable et fiscalement irresponsable. J'ai pensé à tous les refus, à toutes les portes qui s'étaient refermées juste au moment où le succès semblait à portée de main. J'avais douté de mes propres capacités, me demandant si Henri avait raison sur mon manque de qualification. Pendant tout ce temps, il avait activement travaillé pour assurer mon échec. Henri s'est levé brusquement. Tout cela est sorti de son contexte. J'essayais de protéger Élise de prendre de mauvaises décisions commerciales qui lui auraient nui à long terme. La voix de la juge Dubois est devenue glaciale. Monsieur Henri, vous avez commis une usurpation d'identité, endommagé le crédit de votre fille, volé sur les comptes clients, intercepté du courrier personnel, commis une fraude et saboté activement ses relations professionnelles. Et maintenant, vous voulez le crédit de son succès. Le poids accumulé des crimes d'Henri flottait dans l'air comme un nuage toxique. J'ai réalisé que tout ce que j'avais accompli, je l'avais accompli malgré son opposition active. Chaque succès avait nécessité de surmonter les obstacles qu'il avait délibérément placés sur mon chemin. La chose la plus remarquable concernant les réalisations d'Élise, a poursuivi la juge Dubois, est qu'elle a réussi à bâtir 3 organisations prospères et à obtenir une reconnaissance officielle, alors que son propre père travaillait systématiquement à la saper à chaque tournant. Henri s'est affalé sur sa chaise, comprenant enfin que sa dernière manipulation désespérée s'était complètement retournée contre lui. En essayant de s'attribuer le mérite de mon succès, il n'avait fait que souligner l'étendue de son sabotage et rendre ses crimes encore plus odieux. Marc, qui avait tranquillement rassemblé ses papiers, a finalement pris la parole. Madame la juge, je dois me retirer formellement de cette affaire immédiatement. Je ne peux pas représenter quelqu'un faisant face à de potentielles accusations pour usurpation d'identité et fraude postale. La juge Dubois a hoché la tête. Accordé. Monsieur Henri, vous devrez trouver une nouvelle représentation légale, bien que je doive vous avertir que le bureau du procureur de la République recevra une copie complète de ce dossier. Henri était assis dans un silence stupéfait, comprenant enfin que ses tentatives de manipuler la situation n'avaient fait qu'empirer les choses pour lui.
L'homme qui avait passé la journée à attaquer ma réputation et mes compétences faisait maintenant face à des accusations criminelles et à la destruction complète de sa réputation. Mais je pouvais voir à l'expression de la juge Dubois qu'elle avait une dernière révélation qui achèverait la chute d'Henri et ma victoire. La juge Dubois a rassemblé tous les documents étalés sur son bureau et m'a regardé directement avec une expression de profond respect et d'admiration. Le soleil de l'après-midi avait de nouveau tourné, projetant une lumière dorée à travers les fenêtres de la salle d'audience qui semblait presque symbolique de la clarté qui avait émergé de cette journée dévastatrice. Mademoiselle Élise, sur la base de toutes les preuves présentées aujourd'hui, ce tribunal valide par la présente le testament de votre grand-mère dans son intégralité. Vous recevez l'héritage complet, y compris la maison d'Éléonore, ses économies, son portefeuille d'investissement, évalué à 1,2 million d'euros, et ses parts dans diverses entreprises. Le chiffre m'a frappé comme un coup de tonnerre. 1,2 million d'euros plus des biens immobiliers et des investissements. Ma grand-mère avait été bien plus riche que je ne l'avais jamais imaginé. De plus, a poursuivi la juge Dubois, vous êtes par la présente reconnue comme la propriétaire majoritaire légale de Dubois et associée avec tous les droits et responsabilités que cela implique. Vous avez maintenant pleine autorité sur les opérations, les décisions de personnel et la gestion financière du cabinet. Henri a émis un son étranglé, mais la juge Dubois n'avait pas fini. Monsieur Henri, ce tribunal estime que votre ingérence dans l'héritage d'Élise, votre interception de courriers personnels, votre usurpation d'identité et vos autres activités frauduleuses constituent des motifs de paiement de réparation. Il vous est ordonné par la présente de rembourser à Élise le montant total des dommages causés par vos actions, y compris la valeur des cadeaux interceptés, le coût de la réparation du crédit et les opportunités commerciales perdues estimées, pour un total de 300 000 euros. 300 000 euros. Le montant était stupéfiant, mais plus important que l'argent était la reconnaissance que le sabotage d'Henri avait été réel et systématique. En outre, a déclaré la juge en consultant ses notes, l'ordre des avocats recevra un rapport complet de vos violations éthiques. Les procureurs examineront les preuves de fraude postale, d'usurpation d'identité et d'autres crimes potentiels. Henri semblait se recroqueviller sur sa chaise alors que toute l'étendue de sa situation devenait claire. L'homme qui était entré dans cette salle d'audience confiant dans sa supériorité faisait maintenant face à la ruine professionnelle, à la dévastation financière et à une éventuelle peine de prison. La juge Dubois s'est tournée vers moi. Mademoiselle Élise, concernant la nomination gouvernementale, la décision vous appartient entièrement. Cependant, je dois noter que votre gestion de cette crise familiale avec dignité et retenue a impressionné les observateurs. Votre caractère a été mis à l'épreuve dans des circonstances extrêmes, et vous avez démontré exactement le type d'intégrité que le gouvernement recherche chez ses dirigeants. J'ai pris une profonde inspiration, retrouvant enfin ma voix après des heures de révélations choquantes. Madame la juge. J'accepte la nomination présidentielle. Je crois que je peux servir efficacement le peuple français tout en honorant la mémoire de ma grand-mère et les valeurs qu'elle m'a enseignées. Excellent. L'audition de confirmation parlementaire est prévue dans 3 semaines. Vous serez contacté par le personnel de l'Élysée pour commencer le processus de préparation. J'ai regardé Henri, assis, vaincu et silencieux sur sa chaise. Malgré tout ce qu'il m'avait fait, malgré des années de sabotage et de trahison, je ressentais plus de tristesse que de colère. Le père dont j'avais toujours espéré qu'il serait fier de moi avait été au contraire mon plus grand obstacle. Madame la juge, ai-je dit doucement, concernant Dubois et associés et l'avenir de mon père, je voudrais faire une proposition. La juge Dubois m'a fait signe de continuer. Henri peut continuer à travailler au cabinet en tant qu'avocat collaborateur junior sous une supervision stricte et un contrôle éthique. Il devra suivre une formation juridique continue sur la responsabilité professionnelle et se soumettre à des audits réguliers de son travail. Son salaire sera suffisant pour vivre modestement pendant qu'il paie réparation pour ses crimes. Henri m'a regardé avec surprise et quelque chose qui aurait pu être de l'espoir. Cependant, ai-je poursuivi, cette offre est conditionnelle à ce qu'Henri suive un programme d'éthique complet, effectue une restitution financière totale et accepte la responsabilité de ses actions sans excuse ni justification. Il devra également écrire des excuses formelles à chaque client et contact professionnel qu'il a trompé sur ma réputation. La juge Dubois a souri avec approbation. Cela semble à la fois juste et miséricordieux, mademoiselle Élise. Je me suis tourné pour faire face à Henri directement pour la première fois de la journée. Henri, je t'offre une chance de reconstruire ta vie et de regagner une certaine mesure de respect par un travail honnête et une véritable responsabilité. Mais c'est la seule opportunité que tu auras.
Si tu enfreins les termes de quelque manière que ce soit, si tu tentes toute autre manipulation ou sabotage, tu seras licencié immédiatement et je poursuivrai toutes les charges criminelles avec la plus grande fermeté. La voix d'Henri était à peine un murmure. Élise, je ne comprends pas pourquoi tu m'aiderais après tout ce que j'ai fait. Parce que, ai-je dit, sentant le poids de la sagesse de ma grand-mère dans mes mots, quelqu'un m'a appris un jour que la vraie force ne vient pas de la vengeance, mais du choix de briser les cycles de mal et de créer quelque chose de meilleur. Grand-mère Éléonore croyait en la rédemption par l'action, pas seulement par les mots. Je te donne la chance de prouver que tu peux apprendre de tes erreurs et devenir la personne qu'elle a toujours espéré que tu pourrais être. Henri a hoché lentement la tête, des larmes aux yeux pour la première fois de la journée. J'accepte tes conditions, Élise. Et je suis désolé. Je suis vraiment désolé pour tout. La juge Dubois a pris ses dernières notes sur ces documents. L'audience est levée. Mademoiselle Élise, félicitations pour votre héritage et votre nomination officielle. Monsieur Henri, vous avez 30 jours pour trouver une nouvelle représentation légale pour les affaires pénales auxquelles vous ferez face. Alors que nous rassemblions nos affaires et nous préparions à quitter la salle d'audience, je ressentais un mélange complexe d'émotions. Le chagrin pour les années perdues avec ma grand-mère, la colère face aux trahisons d'Henri, mais aussi l'espoir pour l'avenir et la fierté de ce que j'avais accompli malgré tous les obstacles. En sortant de ce palais de justice, j'emportais avec moi non seulement un héritage substantiel et une nomination gouvernementale, mais quelque chose de bien plus précieux, la connaissance que j'avais réussi par mes propres mérites, que ma grand-mère avait été fière de moi depuis le début. Et que j'avais la force de construire quelque chose de significatif même à partir des circonstances les plus douloureuses. 6 mois plus tard, je me tenais dans les jardins de l'Élysée alors que le président annonçait ma confirmation en tant que directrice de l'Agence pour le développement rural et la dynamisation des territoires. Henri était dans l'assistance, portant le costume modeste d'un avocat collaborateur plutôt que les vêtements coûteux d'un associé du cabinet, mais il était là, applaudissant avec une fierté sincère pour peut-être la première fois de ma vie. Ce soir-là, j'ai visité la tombe de ma grand-mère et j'ai déposé des fleurs fraîches près de sa pierre tombale. Merci de croire en moi, ai-je murmuré à l'air du soir, et de m'avoir appris que les gens qui essaient de nous diminuer révèlent souvent plus sur leurs propres limites que sur les nôtres. La fondation que j'ai créée au nom d'Éléonore a maintenant aidé à récupérer plus de 15 millions d'euros d'actifs volés pour des victimes âgées d'abus financiers. Henri est devenu l'un de nos bénévoles les plus dévoués, utilisant son expertise juridique pour aider d'autres familles à éviter les erreurs qu'il a commises. Parfois, la plus grande victoire n'est pas de vaincre ceux qui nous ont blessés, mais de les aider à trouver un chemin pour devenir de meilleures personnes. Cette leçon, comme tant d'autres, venait d'une grand-mère qui m'aimait assez pour voir mon potentiel même quand je ne pouvais pas le voir moi-même. Сейчас. Секунду. Так. Сейчас. Чистая квартира. Кальяном воняет. Она мне пишет. Репортерша из НТВ мне пишет. Привет. Номера замазывать или нет? Я сказал, мне без разницы. Она пишет. Что она написала? Ты досидел? Ты стрим закончил? Она спрашивает. Я говорю, да. Она говорит, а ты досидел или... Что она спросила-то, блядь? Сейчас скажу вам, что она спросила. Так, Инстаграм. Так, она мне пишет. Стрим закончил, я говорю, да, сидел 16 дней. Она говорит, кончились часы, спрашивают. Ну, я ей объяснил, как есть. Типа, я отсидел, блядь. Репортаж будет, наверное, я не знаю. Типа, я не думал, что не будет. 3 часа снимали, они же приезжали, 3 часа времени теряли. Да, я досидел. Так, машинка для волос. Сейчас будем распаковывать и стричь голову. Нормально. Нормально дострижем голову, блядь. А не то, что у меня сейчас на голове творится. У меня сейчас на голове это бардак, блядь. Ну что это, по-вашему, прическа, блядь, или что это? Так, сейчас. Сейчас мы его распакуем, блядь. Бля, сейчас еще хозяйка квартиры наглянет на хату. Она с минуты на минуту может прийти. Поэтому мне надо это все быстро сделать. Мне надо это все делать быстро, блядь, чтобы хозяйка квартиры не зашла и не увидела, блядь, меня такого.
Кто-то там говорил, что это из-за волос и так далее. Так, смотрите. Вот, машинка, 2000 рублей. К Xiaomi вроде как. Что там маленькая, конечно, блядь. Сука, что не открывается-то? А, вот такую машинку я заказал. Вот такую машинку я заказал. Мини штука. Сейчас мы ее скроем. Оп. Потерпел. А с хрена ли я поражение потерпел? Я не понял, пацаны. С хрена ли я поражение это потерпел? Валек Тусал. Я вообще-то, пацаны, досидеть готов был. Мне просто зашли донатеры, предложили, давай ты бреешься на лысо и пойдешь домой. Типа, но это не поражение, пацаны. Я не говорил, что типа я хочу слиться. У меня там 2 дня оставалось, и я 2 дня мог сидеть. Так что, блядь, никакого поражения, пацаны. Я не понимаю, о каком поражении идет речь. Я выиграл. Ну, как сказать, выиграл. Ох, какая маленькая, прикольная. Так, а насадки присутствуют? Насадки тоже есть. Пацаны. Бля, она какая пиздатая. Вот такая, маленькая. Так, это точно для головы, пацаны? Это точно для головы вообще? Вот эта штука. Это точно для головы? Ебать, тут лезвие, блядь. Так. Нет, это там написано было, и голова тоже подойдет. Нихуя, пацаны, нихуя, донатеры не выиграли, блядь. Никто не выиграл. Донатеры не выиграли, пацаны. Без шуток говорю. Донатеры не выиграли. Просто они поняли, что лучше дать ему отдохнуть. Вот такую поставлю. А ну. Проверим мои волосы. Во! Пошла жара, блядь. Во, а вы говорили, волосы грязные, блядь. Нихуя себе стрижет. Вы говорили, волосы грязные. Волосы, блядь, слышите? Эту штуку-то надо снять, блядь. Штуку-то надо снять. А то что-то оно, блядь, вот сейчас прям нормально О! Вот это я понимаю. Воздух в голове пошел, блядь. Бля, а я могу там написать что-нибудь? Букву М.